création artistique, jusqu'où va la liberté? On en parle tout de suite avec mon invité, Agathe Ajdela, avocate of counsel chez DTMV Avocats. Agathe, bonjour. Bonjour Arnaud. On va explorer ensemble les limites de la liberté artistique par rapport aux droits des marques et aux risques de contrefaçon. Tout d'abord, pourquoi assiste-t-on à une multiplication des cas d'artistes qui utilisent des marques de luxe dans leur création? Alors, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes convergents. C'est-à-dire que déjà, c'est pas nouveau d'utiliser des marques en matière d'art. Il y a eu le mouvement dans les années 60 du pop art, donc avec l'utilisation par Andy Warhol, par exemple, des marques Coca-Cola, des soupes Campbell, etc. Il y avait une vraie démarche artistique avec un vrai message d'interrogation sur le capitalisme et la société de consommation. Là, c'est un peu différent. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait quelques années qu'il y a des marques, surtout de luxe, qui sont utilisées par divers artistes. Je ne sais pas si on peut toujours parler d'artistes, en tout cas, qui utilisent ces marques, souvent de la même manière, avec des produits courants, du quotidien, parfois des bidons, des statuettes. C'est un peu toujours la même chose qu'on voit. Et c'est vrai que ça se développe de plus en plus pour plusieurs raisons, je pense. La première, c'est qu'il y a les réseaux sociaux qui facilitent les choses, avec beaucoup d'influenceurs qui ont relayé en exposant ces produits chez eux. Il y a aussi l'attrait des marques de luxe auprès du public. Donc, quand on peut se procurer ce type de produits avec des marques sur des objets qui coûtent habituellement très cher et là, à des coûts un peu plus bas, forcément, c'est très attractif. Et il y a aussi un autre sujet, c'est que les marques de luxe, je pense, sont assez réticentes à agir parce qu'elles ont peur des retombées négatives avec un raccourci qui serait de dire qu'elle s'oppose à la liberté de création artistique. Et donc, c'est vrai qu'il y a une certaine réticence, je pense, des marques à agir qui n'arrange pas les choses et qui permet du coup à tous ces acteurs de développer ce type d'activité. Donc, on voit que les marques sont particulièrement exposées. Quels sont les risques concrètement pour les marques de luxe quand un artiste s'approprie les symboles iconiques d'une marque? Alors, le risque, il est majeur pour les marques de luxe puisque l'image pour une marque de luxe, c'est capital, c'est la plus grande valeur, je pense, de la société. Donc, le risque, c'est un risque d'atteinte à l'image, c'est-à-dire de retombées négatives, quand l'artiste utilise des objets du type bidon d'essence, qui crée avec une idéologie qui ne va pas forcément dans le sens de la marque de luxe, d'une manière générale, qui associe tout un tas de produits de la consommation, qui sont des produits à bas prix, qui sont des produits qui sont extrêmement de mauvaise qualité, voilà, et qu'il les vend dans un contexte avec une promotion qui n'est pas forcément conforme à l'image de la marque. Donc ça crée un premier risque. Le deuxième risque aussi, c'est la banalisation et la vulgarisation de la marque, puisque en fait la marque, quand c'est une marque de luxe, c'est une marque prestigieuse. Elle associe une image de rareté, d'exclusivité, d'un prix extrêmement élevé. Tout est contrôlé dans la manière dont c'est commercialisé. Parfois, c'est des listes d'attente pour pouvoir se procurer les produits, pour entrer dans une boutique. Et donc, la possibilité de voir ces produits-là de manière très fréquente, très facilement accessible dans des conditions très différentes, va banaliser la marque. Et donc, finalement, son image, le prix de la marque va diminuer. On parle de banalisation. Parce qu'il faut savoir que la marque, sa fonction essentielle, c'est d'identifier le produit, en fait, l'origine du produit auprès du public. Et donc, si jamais le produit n'est plus identifié avec la marque de luxe et donc les produits de luxe, mais avec d'autres produits, forcément, ça crée une atteinte à l'image de la marque. C'est le risque principal de ce type de pratique. Alors le juge, lui, il est là pour arbitrer un peu entre cette liberté de création artistique et le respect du droit des marques. Concrètement, comment les juges procèdent-ils pour concilier protection des marques et liberté artistique? Alors, vous l'avez dit, en fait, on est face ici à deux droits fondamentaux. D'un côté, on a le droit de la propriété, dont fait partie la propriété d'une marque. De l'autre, on a la liberté d'expression, à laquelle appartient la liberté d'expression artistique. Et donc, il va y avoir un contrôle de proportionnalité, puisque ça va être du cas par cas, pour savoir dans quelle mesure on peut porter atteinte au droit de propriété avec le droit de liberté d'expression artistique. Donc, en fait, le juge va faire un contrôle donc, de proportionnalité et il va regarder essentiellement deux choses. Est-ce que le but est légitime, l'atteinte est légitime? Donc, si c'est, par exemple, de dénoncer un comportement, de dénoncer un fait de société, de dénoncer le capitalisme ou autre, c'est un but qui est légitime. Si c'est de faire de l'argent, de faire des bénéfices, là, ça ne l'est pas. Le deuxième point qu'il va regarder dans ce contrôle, ça va être est-ce que l'atteinte, elle est nécessaire? Est-ce que c'est strictement nécessaire pour l'auteur, l'artiste, d'utiliser la marque, de porter atteinte à cette marque
pour atteindre son but donc d'expression artistique. Et notamment, ça va être par exemple, est-ce qu'il doit utiliser cette marque-là? Donc s'il y a plusieurs marques qui sont utilisées, la question se pose. Est-ce qu'il a demandé l'autorisation? Peut-être qu'elle lui aurait été donnée. Est-ce qu'il a fait le nécessaire pour la demander? Voilà. Et donc pour répondre à ces questions, le juge il va regarder le contexte, puisque ça va vraiment être du cas par cas. Et le contexte, ça va être de quelle manière l'œuvre est diffusée, quel est le contexte de diffusion, quel est le message, quel est le public, quel est le but de la démarche. Et donc c'est de cette manière-là qu'il va ensuite, vraiment au cas par cas, regarder si l'atteinte justifie le comportement de l'artiste. Est-ce qu'il peut poser vraiment des limites à l'expression artistique, ou c'est vraiment du cas par cas, comme vous voulez? Alors, il y a des limites, en fait, c'est-à-dire que c'est du cas par cas. Il y a des limites qui sont des limites de principe, mais qui vont être ensuite étudiées au cas par cas. Il y a eu peu de jurisprudence sur le sujet. Il y en a une de 2018 qui fait suite à un pourvoi en cassation, et donc c'est un renvoi devant la Cour d'appel de Versailles, qui n'est pas en matière de marque, mais qui est transposable, parce que c'était un artiste qui avait utilisé en fait les photos d'une autre artiste sans son autorisation dans plusieurs de ses œuvres, et donc il avait été poursuivi en contrefaçon de droit d'auteur, et il a été condamné parce qu'il avait été considéré que, alors si son objectif était légitime, parce que lui il y avait une vraie démarche d'expression artistique, en revanche elle n'était pas jugée comme nécessaire, puisqu'il aurait pu utiliser d'autres photos d'autres artistes, ça avait été démontré, et en plus il n'avait pas tenté d'obtenir l'autorisation. Donc il y a quand même un début de règles qu'on peut quand même transposer à plusieurs cas. Et là, tout récemment, surtout, il y a une décision très intéressante du tribunal judiciaire de Paris qui date du mois d'avril. Qu'est-ce qu'elle dit? Voilà, dans une affaire Rolex contre Joan Perratonner. Dans cette affaire, c'est un artiste qui commercialisait des tableaux. Tous ces tableaux, en fait, cette collection de tableaux, c'était des cadrans de montres qui étaient représentés avec à l'intérieur des villes. Et le titre de ces tableaux, c'était en référence à des marques d'horlogers très connues, donc Rolex, Audemars Piguet, etc. Et il a été poursuivi par Rolex parce que Rolex a considéré qu'il avait vraiment un usage déloyal de sa marque qui était plutôt commercial que artistique. Et le tribunal judiciaire a fait droit à cette demande puisqu'il a considéré que dans le cas présent, il n'y avait pas juste un usage des marques dans les titres des tableaux, ce qui pourrait être légitimé par la démarche, mais il y avait vraiment une volonté de s'immiscer dans le sillage de Rolex avec toute une communication, l'usage de Rolex dans des hashtags, etc., qui avait permis à l'auteur de bénéficier en fait du prestige de la marque pour vendre ses tableaux. Donc finalement, dans cette affaire, le tribunal, et ça semble assez légitime, regarde si l'usage est loyal ou s'il est déloyal, ou s'il y a une tentative en fait de détournement du droit de la marque pour non pas faire véhiculer un message artistique, mais pour tout simplement faire de l'argent et tirer profit de la marque. Donc je pense que c'est vraiment le critère qui, dans les faits, même s'il y a un certain nombre de points à vérifier d'un point de vue juridique... On essaye de tirer profit de la marque. C'est ça. En substance, dès lors qu'en fait, on n'est plus dans une démarche artistique, mais qu'il y a quand même une démarche, vraiment une volonté de s'immiscer dans le sillage de la marque, là, ça devient déloyal et donc ça devient illégal et de la contrefaçon de marque. On va conclure là-dessus. Merci Agathe Zajdela. Je rappelle que vous êtes avocate of counsel au sein du cabinet DTMV. Merci. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du dispositif France Simplification.